écoutez, moi, je suis chez Stratexo depuis 3 ans maintenant. J'ai 3 casquettes. Je suis effectivement animatrice du Club de Paris Méditerranée, aussi référente d'entreprise. J'ai été référente jusqu'à 5 entreprises et experte. Et c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. J'ai créé une marque de conseil qui s'appelle Liliperf en 2017 et il m'a paru évident de rejoindre Stratexio parce que c'est complètement cohérent avec ce que je fais et donc en l'occurrence notamment d'accompagner le chemin d'internationalisation des PME et des ETI. Et j'ai rejoint il y a un peu plus de 2 ans maintenant un réseau international qui s'appelle IBG Global comme Inventive Partner, qui est un réseau d'appui au développement international des entreprises qui existe depuis 20 ans. Nous sommes 300 personnes dans le monde, implantées dans 53 pays, tous des natifs des pays où nous sommes implantés. Voilà pour la petite présentation. Alors, passons au sujet du jour, la gouvernance. La gouvernance, alors j'ai pris le parti d'intervenir sur la gouvernance opérationnelle. Cela étant dit, si vous avez en fin de présentation des questions sur la partie plus gouvernance actionnariale et conseil, je peux essayer d'y répondre, sachant que je suis par ailleurs administratrice indépendante. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de gouvernance opérationnelle au sens organisation opérationnelle à mettre en place en phase de crise et leadership du dirigeant approprié dans cette période complexe. Donc, pour commencer, un petit schéma, un petit triptyque qui montre en fait les 3 institutions, les 3 organes de gouvernance d'une entreprise. Donc d'abord ses actionnaires qui sont représentés par les administrateurs et qui nomment la direction générale, qu'on appelle un président, un directeur général, peu importe. Le fonctionnement est le même. Toutes ces instances en fait de gouvernance ont un rôle, elles prennent ou elles contrôlent des décisions qui ont en fait un impact sur le devenir de l'entreprise, sur sa pérennité. Il y a un élément essentiel dans ce fonctionnement, et je m'attarderai, donc vous voyez l'aller-retour, les flèches rouges entre les administrateurs, le conseil et la direction générale. Il y a un élément essentiel, c'est la confiance. Entre toutes ces parties prenantes, la confiance des tiers vis-à-vis de ces institutions qui fonctionnent pour le meilleur intérêt de l'entreprise. Alors, pour illustrer aujourd'hui le leadership de crise, qui est ma première partie, j'ai trouvé intéressant de vous faire part d'un retour d'expérience américain sur les crises et sur les qualités que ça requiert. Donc, je voudrais vous présenter la National Preparedness Leadership Initiative, la NPLI, qui est une instance américaine qui a été créée après les attaques du 11 septembre 2011 par Harvard University à la demande du gouvernement fédéral pour étudier et pour enseigner le leadership de crise. Donc, les stratégies, nous sommes, comme vous le savez, très attachés au retour d'expérience parce qu'il permet à moins d'erreurs, de gagner du temps. Donc, c'est pour ça que cette expérience me paraît intéressante. Donc, vous savez vraisemblablement au travers de la presse qu'il y a eu énormément de crises aux États-Unis ces dernières années, que ce soit des catastrophes naturelles, les hurricanes Katrina, Sandy, que ce soit des catastrophes industrielles, comme la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique en 2010, que ce soit des catastrophes sanitaires. Il faut savoir que H1N1, le virus, a frappé les États-Unis en 2009, ou que ce soit bien sûr les attentats terroristes, 9/11 et celui du marathon de Boston en 2013. Je vais prendre cet exemple pour démarrer avant de vous expliquer en fait les grandes caractéristiques auxquelles correspond le leadership de crise et l'analyse de la NPLI. En avril 2013, le marathon de Boston se finit, 2 bombes explosent, faisant 3 morts et 264 blessés. À ce moment-là, le gouverneur de l'État nomme un agent, je dirais entre guillemets lambda, du FBI qui s'appelle Rick Delorier, responsable de l'enquête. Ce Rick Delorier est approuvé par consensus, mais il n'y a pas de patron de l'enquête en réalité. Et pourtant, comme on l'a vu dans les journaux à l'époque, les suspects sont arrêtés en 102 heures. Comment était-ce possible? En réalité, ce qui s'est passé, l'analyse de la NPLI, c'est qu'il y a d'abord eu un leader qui est sorti des rangs. Dans ce cas-là, il a été proposé, mais parfois il se propose spontanément. Et il y a eu une myriade de contributeurs, publics et privés, qui ont habituellement des zones de friction et qui ont complètement fonctionné en symbiose, en fait.
Donc l'analyse de la NPLI est la suivante. Dans une crise, il y a d'abord un leader qui sort du rang, qui est motivé par une mission d'intérêt général, une mission supérieure, et qui agit souvent par altruisme, qui influe au-delà de son cercle d'autorité naturelle. L'influence, vous verrez, j'utiliserai beaucoup ce mot parce que c'est fondamental. Et il y a des contributeurs qui, d'habitude concurrents ou qui ne se connaissent pas vraiment, collaborent sans interférer, se respectent et s'entraident grâce à une relation de confiance, en tout cas une collection déjà établie auparavant. Donc voilà les grandes caractéristiques sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous détailler un peu plus le périmètre du leadership sur vos entreprises. Alors, qu'est-ce que ça donne sur vos entreprises? J'ai fait un petit schéma sur le périmètre sur lequel le leadership d'un dirigeant s'applique. Donc, vous voyez, le leader, c'est la pièce d'échec au centre. Les petites ondes rouges, c'est son périmètre de leadership qui est très très large. L'entreprise est symbolisée par le rectangle vert avec les équipes qui lui reportent en dessous, le comité de direction, le management intermédiaire et les collaborateurs. La notion d'entreprise peut correspondre à plusieurs entités qui sont disséminées dans le monde ou une seule, selon la taille. Il y a bien sûr des actionnaires, le dirigeant pouvant être actionnaire également, hein, je ne parle pas de personne. Il peut y avoir des entités apparentées, des sociétés sœurs, d'autres filiales, etc. Et il y a tout un écosystème. Un écosystème composé de fournisseurs, de clients, de banquiers, de concurrents, d'agences de notation, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est extrêmement large. La première chose qu'il faut noter, c'est qu'il est très important pour un dirigeant de cartographier ses parties prenantes, son écosystème. Et juste pour citer le rôle du conseil d'administration brièvement, c'est aussi le rôle du conseil, à mon sens, d'aider le dirigeant à cartographier ses parties prenantes. J'aimerais citer un exemple très concret français qui est tout récent et qui illustre un petit peu le leadership de crise complètement informel. Vous avez peut-être vu dans la presse ces jours-ci l'Alliance Makers for Life, qui a été en fait menée par un start-upper qui s'appelle Quentin Adams, en association avec un médecin, le professeur Pierre-Antoine Gouraud, et qui a réussi à fédérer très rapidement différents acteurs et privés et publics de toute taille, qui a permis de concevoir en uniquement 4 semaines un respirateur basique mais robuste, qui pouvait servir tout de suite et qui va être fabriqué par Seb et Renault. Donc, cette initiative est montée de nulle part et illustre bien le leadership d'influence et la mission supérieure, en fait, qui fait que ces parties prenantes ont réussi à collaborer. Alors, quels enseignements pour le leader? Je vais m'attarder sur chacun de ces termes qui sont tous très, très importants pour les mettre en évidence. Donc, ces enseignements, ces analyses sont essentiellement issus des analyses de la NPLI dont vous aurez les références en fin de présentation, bien entendu. Alors, d'abord, il y a une notion d'exemplarité. La notion d'exemplarité, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est aussi un souci de la vérité, même si elle est difficile à dire. C'est essentiel en période de crise. C'est le fait d'utiliser le nous et non pas le je. Et puis aussi une certaine humilité. Donc toute cette exemplarité, en fait, est source d'inspiration pour toutes les parties prenantes. Bien sûr, l'authenticité est très importante, avec ses propres valeurs d'une part, mais aussi avec son tempérament. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas besoin d'être un extraverti pour être un bon leader. Ça n'a rien à voir. L'empathie également est fondamentale, mais l'empathie dans une crise, elle s'analyse vis-à-vis de l'impact et de la signification que la crise a pour toutes les parties prenantes. Donc c'est une des qualités en fait d'un leader, d'un dirigeant, de comprendre autour de lui les différentes forces en présence, de comprendre comment elles perçoivent et elles sont impactées par la crise ou d'ailleurs par une situation complexe en général. Si on doit prendre un contre-exemple à la notion d'empathie, ce qui m'a frappé, c'était l'entreprise Lactalis,
souvenez vraisemblablement, fin 2017, il y a eu un scandale du lait pour les bébés contaminé au salmonelle. Et l'opinion publique était frappée que le dirigeant, Emmanuel Beignet, d'abord, dans un premier temps, n'ait pas communiqué. Il a tardé à communiquer. Et que finalement, quand il a communiqué, il a, selon l'interprétation des parties prenantes, manqué d'empathie vis-à-vis des familles. Ceci a coûté de mémoire 300 millions d'euros à l'entreprise, abîmé la filière, et il me semble même que ça a failli fermer la fenêtre de tir chinoise en termes de business. Donc l'empathie est extrêmement importante, en tout cas la perception de l'empathie. De même, l'écoute est fondamentale. Alors l'écoute, on peut dire que c'est une qualité en général d'un leader, mais dans une crise, l'écoute est encore plus importante parce qu'on ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. Et chacun a un bout de l'information, personne n'a l'entièreté de l'information. Donc il est essentiel pour le dirigeant d'écouter, de se faire une idée et d'analyser. La mission dont je parle, l'analyse et la clarification de la mission pour embarquer tout le monde, c'est la notion de purpose qui vraiment permet un alignement et d'oublier les antagonismes pour se rallier à la cause, si je puis dire. C'est le cas de l'Alliance Makers for Life. Alors, en matière de communication, il y a beaucoup qui a été dit sur la communication de crise. Donc, simplement pour mettre en évidence qu'il y a deux types de communication dans une crise, il y a celle que vous maîtrisez et celle que vous subissez en tant que dirigeant. Celle que vous maîtrisez, elle doit être régulière, quasi militaire, on va y revenir, je vous donnerai un exemple. Et en face de ça, il y a la communication permanente, qui sont en fait les rumeurs, les fausses nouvelles et qui circulent constamment. Donc le rôle du dirigeant, le rôle du leader dans la crise, c'est de communiquer largement, régulièrement et de donner un sens à l'action. Bonjour, quelqu'un nous a rejoint, je crois. Critère suivant, l'influence en fait. L'influence, c'est le fait de lead beyond. Comme je l'ai déjà dit, c'est de rallier les acteurs en dehors de son champ de responsabilité à la cause, de telle sorte qu'ils s'engagent volontairement pour une mission. Et ça peut concerner aussi un projet complexe qui inclut de multiples parties prenantes. Nous sommes dans un monde VUCA, selon l'expression consacrée, et donc ce qui est applicable en période de crise, je pense, est applicable en temps normal de nos jours. Alors, que va faire le leader, en fait, une fois qu'il a identifié ses parties prenantes et qu'il s'attelle à exercer une influence? Il va analyser si ses forces sont en sa faveur, en sa défaveur, analyser les connexions. Et en fait, son objectif, c'est de développer des alliances. Enfin, pour terminer, en fait, il doit absolument s'attacher, même si c'est difficile, de faire la différence entre ce qu'il sait et ce qu'il croit. Le plus difficile dans une crise, étant donné qu'on n'a pas toute l'information et qu'il y a des informations incomplètes ou voire contradictoires, c'est vraiment d'être conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. C'est ça qui est le plus difficile. Donc, il veut dire que le sang-froid est requis et même à fois qu'on a le droit de se tromper. Je voudrais m'attarder sur ce dernier critère qui est essentiel, qui est de se donner le droit à soi-même de se tromper et de donner le droit aux équipes aussi à l'erreur. C'est assez contre-intuitif par rapport à la culture française de l'excellence, mais le fait d'accorder l'erreur fait qu'on prend confiance en soi et qu'en matière de leadership, en fait, on va susciter l'initiative de la part des équipes, ce qui est essentiel parce que souvent les bonnes idées arrivent du terrain. Bien sûr, ce droit d'erreur doit être supportable pour l'entreprise. Il ne s'agit pas de permettre n'importe quoi. Et donc, ça veut dire que la gouvernance, la clarté des rôles, la limite de responsabilité, ces éléments doivent être clairement établis avant la crise de manière permanente. Vous verrez en fin de présentation, je vous ai mis aussi les références d'un universitaire belge qui s'appelle le professeur David de Kremer, qui travaille sur les comportements et qui affirme que d'analyser ses erreurs permet de mieux se préparer à une crise. Alors, sur le droit à l'erreur, j'ai trouvé un exemple tout à fait emblématique que nous connaissons chez Stratexio d'ailleurs, qui est la PME Lippi,
qui était une PME charentaise qui fait 30 millions d'euros et fabrique des portails et des aménagements extérieurs. Cette entreprise, donc une PME classique française, avait cessé ses activités le 10 mars dernier. Et ma foi, c'est l'équipe des 20 managers qui a pris cette décision ensemble, tous ensemble, faute de commandes clients. Donc, comment cette entreprise s'est-elle mise en ordre de marche face à la crise du Covid-19? D'abord, dès le 13 mars, donc avant la fermeture, elle a mis en place une cellule de crise. J'y reviendrai sur la cellule de crise. Elle a rédigé un plan de continuité. Elle a réorganisé ses processus de production. Elle a été même au-delà des exigences gouvernementales. Et il y a un salarié qui s'est porté volontaire pour fabriquer 100 masques pour le personnel. Enfin, ils ont mis en place une cellule psychologique, ce qui est assez inhabituel pour les salariés dès le début de la crise. Et le dirigeant, Frédéric Lépie, en fait, informe en continu tous ses salariés. Donc, vous regarderez, si ça vous intéresse, le site internet de cette entreprise, qui est par ailleurs une entreprise libérée. Donc, je ne me positionnerai pas sur l'entreprise libérée, mais la communication de l'entreprise et même ses principes de recrutement revendiquent un droit à l'erreur, une présomption de confiance et en revanche un devoir d'apprendre pour les salariés. Donc, vous verrez que l'erreur et l'apprentissage, l'entreprise apprenante sont très très liés. Donc, pour résumer tout cela, la crise en fait se caractérise par l'incertitude et un certain nombre de comportements, de postures qui sont essentiels. Et je vous propose en fait dans le slide suivant de décortiquer le processus en fait de réflexion et d'action d'un dirigeant qu'on appelle le changement incrémental. Alors, ce schéma un peu barbare, donc vous le regardez en deux parties, la partie de gauche et la partie plutôt d'analyse et de vision. Et la partie de droite, c'est la tactique et l'action. Donc la boucle POP-DOC, c'est encore une fois une analyse de la NPLI. Comment ça se lit? Vous démarrez par le petit 1 perçoit. Donc le dirigeant d'abord va sortir, et c'est difficile, de sa phase de panique ou de sidération. Il faut qu'il arrive à percevoir la situation en écoutant, en analysant. Ensuite, il va s'orienter et orienter les autres en identifiant des tendances de fond, grâce à des signaux faibles, et prédire ce qui est susceptible d'arriver. Donc, prédire ne voulant pas dire prévoir. Prédire, c'est élaborer des scénarios qui peuvent être erronés, mais qui sont logiques étant donné l'information dont on dispose à date. Puis, il va passer au numéro 4 des titres, que vous avez en haut à droite. On décide des actions à mener. Là aussi, étape importante, puisque si on ne décide pas sur la base du peu d'informations qu'on a, c'est la paralysie par l'analyse. Et c'est un piège. Donc, évidemment, sa responsabilité de mettre en place l'organisation opérationnelle pour y arriver, non seulement dans l'entreprise, mais à l'extérieur, au sein du cercle d'influence. Et enfin, c'est communiquer vis-à-vis de l'extérieur pour mobiliser et donner un sens, et dans l'autre sens, recueillir de l'information des parties prenantes. Et je redémarre au numéro 1, donc c'est vraiment, je dirais, un leadership apprenant, un cercle vertueux. Alors, pour illustrer en fait ce schéma, je voudrais vous présenter en fait brièvement le retour d'expérience de Patrick Ducartre, qui est un général d'aviation, qui a une expérience très étendue en matière de gestion de crise, que ce soit en tant que consultant, expert, ou que ce soit en tant que participant des cabinets gouvernementaux. Il est expert APM en gestion de crise, et il a expliqué que la posture de leader est fondamentale dans la crise. Il s'agit en fait d'être déterminé, d'organiser, d'anticiper, de rassurer et de montrer un cap. Il insiste beaucoup sur l'exemplarité et dans le cas de cette crise-là, le fait de montrer que la santé doit passer en premier pour ses salariés, qu'il faut vraiment être précautionneux. Enfin, il incite à prendre conseil, à écouter et être extrêmement rigoureux dans les points de communication, donc d'être un sac de guerre en réalité, et donc de driver la communication particulièrement pour les entreprises qui sont implantées à l'international, de veiller à avoir un message unique et non contradictoire auprès de toutes ces filiales, toutes ces entités à l'international. Alors, faisant partie de Stratexio, donc deux petits messages, en fait, deux petits conseils sur la communication en temps de crise. Attention aux différences de langue et de culture, sur l'interprétation, sur le sens qui est fait
de la communication et attention aussi à être équitable en termes d'accès à l'information vis-à-vis de l'ensemble des salariés dans toutes les entités. Donc le leader dans la crise, on peut dire que c'est un chef de guerre. Et vous allez voir, d'abord de la deuxième phase de cette présentation, que sa responsabilité permanente, vis-à-vis des actionnaires notamment, mais vis-à-vis de l'entreprise tout court, c'est que son organisation soit en permanence prête à affronter une crise, donc crisis ready. Alors, qu'est-ce qu'une organisation d'abord? Une organisation, ce sont bien sûr des rôles, c'est un organigramme, mais pas que. Ce sont aussi des interactions, ce sont des processus de travail, un management system, donc un processus de décision, d'analyse de l'information qui permettent l'exécution d'une stratégie. Donc, ma vue sur ce sujet-là, c'est que le sujet de l'organisation de l'entreprise et sa résilience, sa performance, le fait d'être crisis ready, ça ne doit pas être laissé au comité de direction. C'est vraiment une responsabilité du dirigeant, du leader. Et ces principes, finalement, sont applicables dans notre monde actuel. Moi, je le vois chez mes clients, c'est vraiment déterminant dans la performance de l'entreprise et sa résilience. Donc, il y a 5 caractéristiques à mon sens. D'abord, l'entreprise est en capacité de capter ces signaux faibles, c'est-à-dire elle met en place une veille stratégique qui soit structurée et embarquée dans l'organisation. J'insiste sur ce côté structuré de la veille stratégique et des signaux faibles parce qu'il faut être en capacité d'intégrer ces signaux faibles dans son fonctionnement et de pivoter le cas échéant. Deuxième point, elle est très à l'écoute de ses clients. Alors, ça va au-delà du focus client, c'est vraiment d'être en capacité d'être apporteur de solutions, de résoudre ce qu'on appelle les pain points de ses clients et d'être en anticipation de ses besoins. C'est vraiment à la fois une culture d'entreprise et une organisation d'entreprise. Elle est innovante et apprenante, mais pas seulement dans ses produits et services. Elle est aussi innovante dans ses façons de travailler, d'interagir avec ses parties prenantes, avec son écosystème. Et j'oserais dire en cette période de Covid que c'est une entreprise où les bonnes idées sont contagieuses. Parce que souvent dans une entreprise, il y a dans un coin une bonne idée, mais on n'arrive pas à la généraliser, on n'arrive pas à semer l'excellence. C'est essentiel pour que l'entreprise soit crisis ready. Et au-delà de ça, l'entreprise, en fait, est fluide dans son allocation des ressources. Vous savez qu'une entreprise a 3 types de ressources, financières, mais surtout humaines, et aussi ses informations pour fonctionner. Donc, elle est en capacité de pivoter et rapidement d'allouer des ressources à un sujet qui se dégage. Et en matière de crise, vous pouvez à la fois être amené à avoir des opportunités nouvelles qui se dégagent et des difficultés particulières que vous n'avez pas anticipées. Enfin, elle est agile, non pas au sens des méthodes agiles, mais elle est agile, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un homme providentiel. Elle travaille en équipe, c'est-à-dire en mode projet. Et finalement, on pourrait considérer la crise comme un projet particulier où il faut se mettre en ordre de bataille, nonobstant l'organisation habituelle. Ça veut dire aussi, si elle est agile et si elle a la notion d'équipe, que le leader dans une entreprise internationale a mis en place des leaders locaux et qu'il faut arriver à embarquer les équipes partout où elle est implantée. Alors, pour illustrer en fait cette organisation Crisis Ready, je voudrais vous citer l'exemple d'une entreprise qui s'appelle Marabout Inc., qui est une entreprise allemande qui fabrique des encres, dont la dirigeante, une Française, Alexandra Tolin, est basée en Chine pour une entité basée là-bas et qui a expérimenté la crise du Covid-19 à partir du 25 janvier dernier. Donc, elle explique comment elle s'est organisée avec l'entreprise pour faire face à la crise. D'abord, elle a monté une cellule de crise avec une remontée systématique d'indicateurs clés, une revue régulière de la situation et la préparation des jours à venir. Elle nous expliquait qu'elle était très attachée à dénouer les rumeurs en interne et en externe. Et chose intéressante, qu'elle a, en cette période de crise, institué un contact régulier avec ses clients qui soit désiloté, c'est-à-dire où autour de la table, il y a à la fois la technique, le commercial, la finance, etc. Et tous les sujets sont évoqués, que ce soit l'accès au cash, bien évidemment, mais que ce soit aussi les opportunités commerciales, les soucis techniques, etc. Par ailleurs, en fait, elle explique qu'elle communique tous les jours avec ses équipes en donnant des informations précises
et véridique sur l'avancement de la situation. Et elle s'attache à la fois à préserver les salariés qui sont essentiels pour la reprise et à faire confiance aux équipes en home office. Voilà un peu ton retour d'expérience, qui est très intéressant. Je veux dire, à titre personnel, vis-à-vis de cette réactivité, de cette capacité d'en faire plus en temps normal, on peut citer notre exemple français où il y a eu beaucoup de commentaires ces jours derniers sur la pénurie de masques, sur l'optimisation des lits d'hôpitaux, etc., où il y a beaucoup à redire. Avec pourtant un cap qui est donné. Donc, mon analyse par rapport à tout ce que je viens de vous montrer, c'est qu'il y a peut-être une complexité des interactions très importante, peut-être des redondances ou des responsabilités non établies, voire un sujet de formation des leaders dits intermédiaires. Voilà. Donc, tous ces points, que ce soit en matière d'organisation ou de leadership, sont absolument essentiels pour passer la crise. Pour aller plus loin, par rapport à cette présentation, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été éclairante pour vous. Donc, je vous citerai deux ressources précieuses. D'abord, l'expérience américaine de la NPLI qui a été rédigée par ses fondateurs, donc le livre Your It, qui est sorti tout récemment et qui est truffé d'exemples très intéressants. Et également, plutôt pour la partie leadership de crise, donc je vous ai cité une source, mais il est très présent sur les médias, de David de Kremer, qui est universitaire belge et qui est spécialiste des comportements. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie beaucoup, j'espère que nous aurons des questions intéressantes.